Le média à la place de CNews ou BFM ? Oui ou non ? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. Ce sont des images qui marquent forcément d'abord celle de Joe Biden, le président américain sortant en passe d'être à nouveau investi, mais manifestement incapable de faire campagne. Après son débat raté avec Donald Trump, Joe Biden s'est encore pris les pieds dans le tapis alors qu'il était interviewé par une radio de Philadelphie. Il a déclaré qu'il était fier d'être la première femme noire à servir avec un président noir. By the way, I'm proud to be, as I said, the first vice president, first black woman, served with a black president. I'm proud of the first black woman in the Supreme Court. There's just so much that we can do because together there's nothing. Look, this is the United States of America. Manifestement, il a un peu mélangé sa personnalité et celle de sa vice-présidente Kamala Harris. Pendant ce temps, son grand rival alterne entre campagne électorale et round judiciaire, vu qu'il est l'objet d'un nombre important de poursuites devant les tribunaux pour des affaires mêlant politique, business et mœurs. Comment se fait-il que la plus grande démocratie du monde, tel qu'on le dit, ait accouché d'un tel duel pour le moins problématique ? Qu'est-ce que cela nous dit des États-Unis, mais également de l'Occident, si ce terme peut être considéré comme pertinent ? La démocratie représentative qui s'est imposée en référent universelle est-elle définitivement malade dans les pays d'où elle est partie, du moins dans sa version contemporaine ? Au moment où un parti travailliste à la proposition plutôt centriste vient de faire un raz-de-marée électoral en Grande-Bretagne, faut-il considérer que la page populisme est tournée et que c'est ce fameux populisme qui déstabilise les démocraties occidentales? Nous diffusons cette émission en pleine période de réserve en France avant le résultat du second tour d'élections législatives anticipées qui traduisent une situation de crise politique et pourraient aggraver la dite crise, mais bien entendu, il n'est pas interdit d'avoir la situation française à l'esprit et en arrière-plan. Vous regardez Le Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi sur le média. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors, tu as regardé le premier débat Joe Biden-Donald Trump, tu as suivi la chronique des inquiétudes et des conjectures sur la santé mentale du président américain sortant et aussi, bien entendu, la chronique des péripéties judiciaires de son rival. Une question se pose, comment la démocratie américaine s'est-elle débrouillée pour en arriver à cette affiche improbable? Qu'est-ce que cela nous dit des processus de sélection politique au sein des partis démocrates et républicains aux États-Unis? Alors, elle ne s'est pas débrouillée, ça lui est tombé dessus, hein, et c'est ça qui est intéressant à constater. Et s'il fallait employer le verbe débrouiller, ce serait pour désigner des efforts de survie, plutôt que des réussites d'adaptation. Alors, il y a plusieurs éléments dans tout cela. D'abord, il y a incontestablement un vieillissement de la classe politique américaine, cette difficulté de remplacer les générations. Jusqu'à il y a peu de temps, et y compris pendant la guerre froide, en remontant un peu plus dans le temps, on s'aperçoit que ce renouvellement de génération fonctionnait. Je rappelle l'élection de Kennedy en 1960, l'élection de Carter en 1976. On se souvient encore récemment de l'élection d'Obama, où on voyait effectivement le système politique américain produire des acteurs, des hommes, plus que des femmes d'ailleurs, qui étaient en harmonie avec leur temps et qui entendaient réformer. Là, il ne s'agit plus de réformer, il s'agit avec Trump de revenir en arrière et il s'agit avec Biden de survivre. Hein. Et ça, on y reviendra parce que ça me paraît très très important. Mais ce n'est pas typiquement américain. Cette crise de renouvellement de la classe politique, on le trouve partout en Occident, puisque tu as employé le terme occidental, sur lequel on peut aussi revenir, mais c'est un phénomène visible en France, c'est un phénomène visible en Allemagne, c'est un phénomène visible en Italie, c'est même un phénomène visible en Grande-Bretagne, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Tout ça, ça traduit, et on se rapproche du centre de gravité, deux choses. La première, une défiance qui ne cesse de s'aggraver à l'égard des institutions.
C'est-à-dire, il y a une crise des institutions dans dans ce temps post-bipolaire. Les institutions avaient été comme congelées par la guerre froide, si je puis employer cette formule un peu osée, mais en tous les cas, lorsqu'il s'agissait de faire face à ce bloc soviétique, il y avait une sorte d'affirmation de la nécessité et de la vertu des institutions en place. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, c'était en tous les cas perçu largement ainsi. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de ressort idéologique, ou presque plus, il n'y a plus de repères, d'où l'importance croissante du marketing politique et des effets d'image, et troisièmement, il n'y a plus d'efforts programmatiques, il n'y a plus de projet de cité, et du coup, il y a une désaffection à l'égard des institutions et une désaffection à l'égard de la carrière politique. Ça, c'est quand même très, très intéressant de constater que les jeunes, ceux de mon établissement, par exemple, qui allaient vers l'ENA autrefois lorsqu'ils étaient les plus brillants, vont soit vers la finance s'ils sont à droite, soit vers les ONG s'ils sont à gauche. Ça, c'est un phénomène. Et ce phénomène de désaffection à l'égard des institutions et de la classe politique, il faut y prêter attention parce que il annonce ou il amorce les grandes vagues populistes et tout est détruit sur le passage de celle-ci, comme nous le savons. Je ne peux pas, vu le moment où nous enregistrons et où nous serons diffusés, développer ce que ça signifie. Mais on peut suivre ton regard. Mais voilà, et mon regard, on ne peut pas en perdre la direction. Maintenant, il y a un deuxième élément qui est typiquement américain. C'est-à-dire que, comme toujours, nous sommes dans un monde qui réfléchit, réagit à l'écume des choses. Or, il y a des phénomènes en profondeur qui ont affecté sérieusement la société américaine depuis maintenant presque un demi-siècle, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu regarder en face. C'est quoi ? Bon. Mettons-nous au temps du passage du XXe au XXIe siècle, du deuxième au troisième millénaire. À ce moment-là, tout le monde était dans l'euphorie et la confiance absolue. Le bloc soviétique venait de s'effondrer. Le modèle occidental allait devenir le modèle universel. Des gens écrivaient qu'on était à la fin de l'histoire. Moi, cette formule m'a toujours fait un effet incroyable. Mais beaucoup de gens y croyaient que la démocratie, le capitalisme, le libéralisme allaient triompher partout et que la mondialisation était le point d'aboutissement de tout ça. Et puis très vite, dès le tournant du siècle, aux États-Unis d'abord, les classes moyennes en particulier ont découvert finalement la mondialisation ne leur était pas aussi favorable qu'ils l'espéraient, que la mondialisation venait nourrir les puissances émergentes, ces parvenus, ces gens qui ne sont pas du club, en Asie, en Amérique latine, ces gens qui ne savent pas se tenir à table et qui sont en train de profiter de la mondialisation beaucoup plus que nous. Et des études très sérieuses, je pense notamment aux travaux de Branko Milanovic, ont montré que la classe moyenne américaine a, en termes relatifs, pas en termes absolus bien sûr, subi une sorte de paupérisation avec cette mondialisation. D'où rétraction. C'est-à-dire, on s'est aperçu que cette mondialisation n'était pas un instrument d'accomplissement, mais était au contraire une sorte de hold-up sur la société américaine et d'une façon générale sur les vieilles puissances. Et du coup, ce discours mondialiste, naïf, néolibéral, celui de l'école de Chicago, s'est transformé très vite en un discours de rétraction. On est rentré chez soi, on a fermé les portes, les fenêtres, les volets, les verrous, et on a construit un triangle. Ce triangle, c'est quoi ? C'est souverainisme, protectionnisme et identitarisme. Alors, souverainiste, ça veut dire America First. On défend d'abord nos intérêts, alors qu'on est dans la mondialisation, c'est pas si simple que ça. Protectionnisme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on arrête tout ce qui nous vient de l'extérieur. Et identitarisme, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on va, et c'est là que le mal s'est noué, on va légitimer cette fermeture aux autres au nom non pas de la nation,
ce qui déjà eût été coupable dans un monde ouvert, mais au nom de notre identité qui ne peut être que supérieure à celle des autres. Les races supérieures ont repris du grade, formule de Jules Ferry au XIXe siècle. Et du coup, effectivement, on s'est mis à parler de civilisation occidentale pour vanter sa supériorité, etc. Mais on a du coup bloqué le débat politique. C'est-à-dire le débat politique, c'est entre ceux qui libèrent ce discours, ça c'est le trumpisme, et il faut faire bien attention, hein. C'est le trumpisme qui a accouché de Trump et non Trump qui a accouché du trumpisme. Comment ça ? Je comprends pas. Eh bien, ça veut dire que cet homme n'a fait, pour construire sa carrière politique, que dire ce que une majorité du corps électoral voulait entendre. C'est-à-dire que c'est pas un problème de... Oui. Il n'a rien créé. Et voilà, c'est pour ça que je te dis que le trumpisme a précédé Trump. Et le trumpisme, c'était l'expression de cette frustration d'une classe moyenne qui se sent victime de la mondialisation. C'est terrible d'être victime, vous vous rendez compte, du Brésil, d'être victime de l'Inde, de la Chine, peut-être même demain de l'Afrique. Quelle honte, c'est scandaleux. Et c'est comme ça que s'est construit cet identitarisme et ce discours que je n'ose même pas répéter à ce micro. Rappelle-toi, dans son premier mandat, Trump, comment il qualifiait certains pays du Sud. Encore une fois, ça me fait tellement mal que je ne peux pas le reproduire, mais chacun sait ce qu'il disait. Donc là, on a vu se cristalliser pour longtemps, et sa défaite, Trump, sa défaite en 2020, n'avait rien de définitif. Tout le monde le savait, en réalité, parce que c'était un corps malsain qui flottait dans la société américaine. Et face à cela, alors évidemment, l'âge n'arrange pas les choses, mais l'essentiel n'est pas là. C'est une vieille classe politique qui ne comprend pas ce qui se passe. Le mandat de Biden n'a pas été aussi catastrophique que Trump le dit, mais il n'a pas eu d'autre rengaine que celle de la pérennisation d'un monde qui était fini. Et du coup, le débat, c'est exactement celui-là, c'est-à-dire entre, je dirais, une contestation d'extrême droite, identitariste, raciste, dans le sens le plus trivial du terme, et, je dirais, le radeau de la Méduse qui veut survivre sur des flots particulièrement agités. Alors on a l'impression, Bertrand, que dans notre période ultra-médiatique, où l'immédiateté des réseaux sociaux et des chaînes d'infos rythment tout, qu'il existe désormais aux États-Unis des marques politiques comme les marques de savon ou des marques de fast-food, la marque Trump, bien sûr, qui vient du coup du monde du marketing, de la télévision, du business, de la mise en valeur de sa personne pour faire avancer son agenda financier, la marque Bush, père et fils et frère, la marque Clinton, mari et femme, et la marque Obama. D'ailleurs, face à la bérésina à Biden, certaines voix s'imaginent faire appel à Michelle Obama qui ne veut pas. Ça veut dire quelque chose, non, quand même ? Oui, alors, moi j'aime bien la formule marque parce que nous sommes effectivement dans un temps qui n'est pas spécialement états-unien, qu'on retrouve partout, où on abandonne en même temps l'idéologie entendue comme vision du monde. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, il n'y a pas si longtemps, il y avait vraiment modèle de cité contre modèle de cité. Ça, c'est fini partout, partout. Et le phénomène Macron, c'est la volonté militante, avec le fameux en même temps, de dépasser ce choc de modèle, en quelque sorte. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est qu'il n'y a même plus de programme. Quand j'étais étudiant, alors ce coup-ci, on nous apprenait que la première fonction d'un parti politique, c'était la fonction programmatique. Il y avait même un adjectif qui avait été fabriqué exprès, fonction programmatique, c'est-à-dire articuler un programme. Alors, rappelle-toi le programme commun, mais quantité d'autres programmes. Or, aujourd'hui, non seulement il n'y a plus de programme, d'ailleurs, l'élection présidentielle en 2022, je n'ai pas vu passer de programme, mais plus que ça, on sous-entend dans le débat politique que les programmes, ça ne sert à rien parce que ce qui est important
dans la politique, c'est de savoir être réactif à la conjoncture et à l'événement immédiat. C'est le pragmatisme méthodologique. Ce qui est extraordinairement dangereux, parce que devient la démocratie dans cette affaire? Si tu te présentes aux électeurs en disant « écoutez, je ne vais pas vous dire ce que je vais faire, parce que on verra bien, puis ça dépendra des événements, et puis de mon humeur, etc. » Où est la démocratie? L'autre phase de la démocratie, c'est le libre débat. Quand il n'y a pas confrontation de programme, il n'y a pas de débat. Et puis, quand vous avez de grandes chaînes de télévision qui censurent certaines personnes, qui sont d'un avis légèrement ou plus ou moins légèrement déviant, il n'y a pas de débat non plus. Donc, il y a là deux pathologies qui sont en train de se cristalliser. Alors, il faut quelque chose pour effectivement maintenir un vernis. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est le marketing. C'est-à-dire, tu l'as très justement dit, les candidats vont s'affronter comme des marques de savon, des marques de voitures, des marques de vêtements, etc., pour dire on est plus beau, on est plus esthétique, on est moins coûteux, on vous rapportera davantage, etc. On a vu qu'il y a un Kennedy qui était sorti un peu de la naphtaline, si on peut dire, pour essayer de réimprimer la marque Kennedy. Et on se dit, finalement, c'est peut-être là un destin de la démocratie représentative, parce que dans l'Empire britannique, on avait déjà vu en Inde avec la fameuse marque Nehru Gandhi, et puis on a vu même au Kenya avec les Kenyatta, les Ondenga. C'est-à-dire que finalement, étant donné que la politique coûte cher, le fait d'avoir déjà un nom, d'avoir une marque, ça fait qu'on a une entrée dans le marché plus facilitée. Ça devient vraiment une... Oui, alors ça traduit ça, mais ça traduit aussi d'autres choses préoccupantes. Ce qu'on appelle d'un néologisme le parentélisme, c'est aussi une rétraction oligarchique de la classe politique. C'est-à-dire la classe politique, elle est formée de l'addition d'un petit nombre de familles. Et c'est un phénomène que l'on voit pousser un peu partout, effectivement au sud, mais de plus en plus au nord, et qui vient nourrir le populisme, parce que effectivement c'est une conception aristocratique des choses et une façon de réagir contre ce qui est en train de devenir une société de cour. Et c'est vrai qu'on est dans cette logique de société de cour. En regardant la liste des candidats aux élections législatives, j'ai été étonné de voir tous ces parentélismes. Alors, là, je n'ai pas le droit d'en parler, je crois. On peut dire le mot Le Pen. Le Pen, c'est un peu la marque politique, la plus vieille marque politique française. Ah oui, non, puis alors il y a toute la famille là-dedans. Et donc, c'est pas la sœur, l'autre sœur, le gendre, la nièce, le neveu, le compagnon, etc. C'est quand même quelque chose qui nous fait réfléchir sur le sens même de l'idée de démocratie. Alors, donc, sans entrer dans la politique française, cette démocratie médiatique, vampirisée par le fait médiatique, elle est une caractéristique également de notre écosystème politique, parce que finalement, tu as dit que les idéologies n'étaient plus de saison, et les grandes réunions, les grands meetings, les grands souffles n'y sont plus, et donc les gens, en fait, c'est via leur petit écran de téléphone ou leur moyen d'écran de télévision qu'ils côtoient le fait politique, et ça a des conséquences qui ne peuvent pas être ignorées. Oui, et là, il faut faire très attention, me semble-t-il, à une chose, c'est qu'on disait tout à l'heure qu'il y a deux matrices à la démocratie, qui est la confrontation des valeurs, des convictions, ce qui relève de la vision du monde, et il y a la confrontation des programmes, ce qui nous fait entrer dans l'action publique et les choix de politique. Il y aurait un troisième élément aussi qui réunit les deux d'un certain point de vue, qui est la vision du monde. La vision du monde, c'est pas seulement l'idéologie. Il faut comprendre une chose, je me tue à la répéter tout le temps, c'est que notre histoire occidentale, européenne, euro-américaine, appelons ça comme on veut, c'était une histoire régionale qui a tenu des siècles, c'est-à-dire le système international, c'était l'Europe, et puis ensuite, à partir de la fin du XIXe siècle, l'Europe plus les États-Unis. Or, avec la mondialisation, tout ça a changé. Et nous sommes maintenant dans un monde qui, pour la
la première fois depuis Adam et Ève, est global. C'est-à-dire tout le monde est sur le bateau, sauf peut-être les Palestiniens, mais ça c'est un autre sujet. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ratons le débat politique parce que personne ne sait véritablement analyser de façon rigoureuse ce que veut dire être dans le monde, c'est-à-dire travailler à part égale avec l'Afrique, avec l'Asie, avec bien entendu toujours l'Europe, avec l'Amérique, avec l'Océanie, enfin avec toutes les régions du monde. C'est-à-dire qu'il faut expliquer. Quelquefois, c'est pas facile. Il faut expliquer à nos agriculteurs, il faut expliquer aux classes moyennes que désormais, l'agriculture, elle doit tenir compte de l'agriculture mondiale. L'agriculture française doit tenir compte de l'agriculture mondiale. Ça veut dire aussi expliquer à nos classes moyennes que la migration n'est pas ce qu'on en dit pour gagner des voix de manière plus ou moins malhonnête, c'est-à-dire un coût et en même temps une menace. C'est au contraire une chance et un gain. Bon. Mais on va te répondre en utilisant l'expression de nos cousins belges, tout ça ne nous rendra pas le Congo. Je veux dire, quand tu as fini de leur expliquer, en fait, ils n'ont pas envie d'entendre parce que cette explication signe leur affaiblissement, leur déclin. Mais pourquoi ne voudraient-ils pas entendre? Ils ne veulent pas entendre parce qu'on leur dit presque de partout que si vous êtes malheureux, c'est la faute des autres. Ça, c'est la grande méthode, la première méthode pour gagner des voix. Si vous êtes malheureux, c'est la faute de l'autre. L'autre est un méchant qu'il faut tenir hors de nos frontières. Ça rassure d'entendre ça. Tu te dis, voilà, l'autre est un salaud, donc il faut construire des murs et nous protéger de l'autre. Si on expliquait, et qui le fait véritablement, que l'autre est une chance, que l'autre peut nous enrichir, que l'autre peut nous aider, que la relation que nous pouvons construire avec l'autre lointain, si elle est bien construite, elle peut être gagnante-gagnante. C'est évident. Enfin, quelle bêtise de nous expliquer, par exemple, que le migrant coûte. D'abord, par définition, dans un État, tout individu coûte. Le Français de souche, enfin j'ai horreur d'employer cette formule, il coûte aussi, c'est ça le propre de l'État redistributeur et de l'État allocataire. Mais l'immigré, il coûte moins que le Français que je décrivais tout à l'heure, parce que souvent il rentre chez lui lorsqu'il prend sa retraite et du coup il n'y a pas à prendre en charge sa santé déclinante quand on atteint un certain âge, etc. Et puis d'un point de vue cynique, il vit moins malheureusement. Il vit moins. Il a souvent moins coûté en termes d'éducation. Voilà. Les médecins étrangers en France, c'est un peu... Et il nous apporte énormément parce qu'il fait des choses que nous ne trouvons plus, pour lesquelles nous ne trouvons plus de candidats à leur accomplissement, etc., etc. Donc, qui fait ce travail d'explication ? La gauche elle-même est fautive parce qu'il y a toute une partie, pas toute la gauche, mais il y a toute une partie de la gauche qui commençait, rappelle-toi, Manuel Valls, Cazeneuve et tout ça, qui commençait à aller sur cette pente. Et puis d'aucuns, j'ai pas le droit de dire qui, parlent de programmes immigrationnistes, ce qui est effarant et dangereux. Donc c'est ce travail. Autrefois aussi, on m'apprenait que les partis avaient une fonction d'éducation politique, de dire, attendez mes amis, le monde est en train de changer, on a besoin de ces flux humains, on a besoin d'échanges, on a besoin de respect, le respect devient utile. S'il n'y avait plus de respect, il y aurait moins de tensions dans certains quartiers, et donc on gagnerait, tout le monde y gagnerait. Bon, tout ça, plus personne ne fait le travail d'explication et de pédagogie. Au Royaume-Uni, le grand frère des États-Unis, si on peut dire, le Labour, le parti travailliste, gagne haut la main et revient au pouvoir après une longue cure d'opposition. Changement historique au Royaume-Uni. Le parti conservateur au pouvoir depuis 14 ans, au plus mal dans les sondages depuis de longs mois, a été lourdement battu par les travaillistes ce jeudi. Selon les sondages de sortie des urnes, le parti mené par Keir Starmer obtiendrait 410 sièges et donc la majorité absolue à la Chambre des communes, loin devant les conservateurs et leurs 131 députés. Les libéraux-démocrates arrivent eux en 3e position, suivis par le parti anti-immigration Reform UK qui entre pour la première fois au Parlement avec 13 sièges.
Le parti écossais SNP s'effondre quant à lui, passant de 38 sièges à 10. Mais c'est un parti travailliste soutenu par le patronat et la presse libérale et qui tient à l'écart son aile gauche. Qu'est-ce que cela nous dit sur la trajectoire du populisme à l'anglaise, comme on peut dire, incarné jadis par le Tory, donc le conservateur Boris Johnson? Est-ce que finalement ce sont les travaillistes qui deviennent le parti de l'ordre et du système, entre guillemets? Alors, c'est très compliqué, parce que en Grande-Bretagne, le populisme a été, pendant une séquence assez longue, incarné par les partisans du Brexit. C'est-à-dire que le populisme s'est cristallisé. Tout à l'heure, quand je parlais de ces mouvements populistes, je parlais d'identitarisme, protectionnisme et souverainisme. Eh bien, en Grande-Bretagne, ce populisme, ce souverainisme, cet identitarisme et ce protectionnisme se sont incarné dans le Brexit. Et le Brexit a été essentiellement porté par le Parti conservateur. Mais on ne peut pas dire qu'a priori, et par définition, le Parti conservateur est un parti populiste. Il ne l'a pas toujours été, du temps d'Edward Heath, par exemple, ou même, si on remonte encore dans le temps, l'époque Macmillan, par exemple, on ne pouvait pas véritablement désigner le Parti conservateur comme étant un parti populiste. Et Maggie Thatcher, par exemple, était une femme qui était extraordinairement, comme chacun le sait, marquée à droite et à l'extrême droite, mais ce n'était pas véritablement l'extrême droite populiste. Alors c'était l'extrême droite élitaire, d'ailleurs, on peut dire. Voilà, exactement. Donc, ça prouve que le populisme, c'est une bactérie qui circule et qui peut se poser sur n'importe quelle formation. Finalement, du temps de Tony Blair, à la fin, il y avait des accents populistes qui semblaient plutôt donc animer le Parti travailliste que le Parti conservateur. Après, avec le Brexit, c'est les conservateurs et surtout incarnés par des gens comme Boris Johnson, qui incarnaient ce populisme. Bon, maintenant, le Brexit s'est révélé coûteux, finalement n'a pu satisfaire en Grande-Bretagne aucune catégorie sociale. Chacune de ces catégories sociales s'est aperçue que finalement ça ne lui apportait pas grand-chose. Donc on est dans une nouvelle séquence où le populisme se sépare à nouveau de ce parti conservateur, de ces Tories, qui en était autrefois le porteur. Et tu as raison de dire que la réaction du Labour n'était pas de saisir l'occasion du populisme et d'en faire sa nouvelle parure. Le Labour a trouvé plus astucieux pour gagner les élections d'apparaître comme un parti centriste, comme ce qu'on appelait autrefois un parti de gouvernement, c'est-à-dire dont la substance programmatique et la vision du monde n'avait rien d'original, mais s'inscrivait dans, je dirais, l'eau tiède consacrée qui permettait de faire fonctionner le système. Donc, je pense que, paradoxalement, le populisme en Grande-Bretagne a été victime de l'échec du Brexit. Et donc, n'est pas au devant de l'actualité. D'ailleurs, des gens comme Nigel Farage, par exemple, qui sont aussi des figures de proue du populisme britannique, ont gagné, grappillé quelques sièges, mais très peu. Ce n'est pas une force véritablement montante. Alors que ce même courant est en train de grignoter un peu partout en Europe. Donc, on va Est-ce que l'Angleterre a été précurseuse, d'une certaine manière, d'un mouvement qui est plus haut ailleurs et qui va redescendre comme il est redescendu en Angleterre? Alors, il y a effectivement une interprétation qui consiste à dire le pire des cadeaux qu'on puisse faire aux populistes, c'est de leur permettre d'accéder au pouvoir, parce qu'à ce moment-là, ils sont obligés de faire comme les autres, et la baudruche populiste se dégonfle. C'est un peu ce que l'on observe en Italie, par exemple, et c'est un petit peu aussi ce que l'on voit, ce que l'on perçoit dans les pays d'Europe du Nord, sans compter ceux d'Europe orientale. Alors là, en Europe centrale ou orientale, le populisme est plus marqué. L'expérience du PiS en Pologne,
où l'expérience Orban en Hongrie est quand même se caractérise par un taux de radicalité plus élevé que dans les pays d'Europe occidentale, mais ils ne parviennent pas non plus à renverser la table. Hein. Ça, c'est intéressant. Donc, on peut considérer qu'un passage assez long au pouvoir désamorce la bombe. Et d'ailleurs, c'est comme ça que le PiS a perdu les élections et que Donald Tusk est est arrivé au pouvoir à Varsovie sur un programme post-populiste. Mais justement, est-ce que le post-populisme n'accouchera pas d'un populisme plus hargneux demain, dans la mesure où il est lui-même une sorte d'impasse programmatique, c'est-à-dire le Labour aujourd'hui, en fait, ne peut afficher ce visage qu'en ayant purgé son aile gauche, en ayant purgé donc son identité, et donc forcément s'appeler le Labour et en fait être un parti bêtement gestionnaire. Est-ce que c'est pas ça qui a par exemple conduit le Parti socialiste français à l'état dans lequel il est? Est-ce que c'est pas ça qui finalement tue les partis qui dans la division internationale du travail du XXe siècle avaient choisi le camp du travail? Alors, moi, j'ai jamais écrit les horoscopes, hein, donc je te dirai pas ce qui va en advenir, parce que mon métier n'est pas de prévoir, hein, mon métier est d'analyser, et il faut quand même pas oublier une chose, et ça nous ramène au début de notre échange, c'est que le populisme, il s'installe aussi dans des contextes, et notamment des contextes internationaux. La grande question, c'est vers quoi le monde va évoluer dans les 10 ans à venir. Et ça renvoie à 2-3 questions qui me paraissent essentielles. La première question, c'est vers quoi évolue ce Sud global, qui est de plus en plus une composante active du jeu international. Deuxième question, est-ce qu'on va assister au renforcement de l'identitarisation des conflits partout dans le monde? Moi, je suis très préoccupé, par exemple, par la lecture qu'on donne du conflit israélo-palestinien, qu'on identitarise, c'est-à-dire on fait tout ce qu'on peut pour dire c'est pas un conflit territorial, c'est pas un conflit de domination, c'est juifs contre musulmans, ce qui est archi faux et extrêmement pernicieux et qui contribue à identitariser les grandes questions du monde, et on voit bien que ça a un effet direct sur nos sociétés. Donc si cette montée de l'identitarisation des relations internationales se confirme, alors là on risque effectivement d'avoir une forte cristallisation du monde occidental sur son identité occidentale, sur cet argument de la défense de la civilisation occidentale, avec tout ce que ça peut avoir de belligène et même de mortifère. Et ça pourrait à ce moment-là ranimer fortement, très fortement, le populisme en Occident. Puis la toute dernière variable, c'est que va devenir l'économie mondiale. Si l'économie mondiale continue à se construire au détriment quand même de la vieille économie du Nord, là, à ce moment-là, effectivement, un néo-populisme ou un néo-néo-populisme peut prendre place avec des figures gravissimes au sein du monde occidental. Alors, on a parlé de cela, mais on n'a pas parlé du développement des technologies, ces technologies numériques qui peuvent être transformées en technologies de surveillance très efficaces. Est-ce que ça ne contribue pas à menacer les équilibres démocratiques, c'est-à-dire 1789 avec Apple, Google, ChatGPT et puis les satellites d'Elon Musk? Ce n'est pas possible du tout. Donc les technologies qui renforcent l'emprise des États, est-ce qu'elles n'ont pas quelque chose de nocif pour les démocraties? On a l'impression que les technologies de surveillance, par exemple le système chinois et les systèmes occidentaux se rejoignent là-dessus sur la question des technologies de surveillance. Oui, mais ne sous-estimons pas le facteur humain. C'est-à-dire ces nouvelles technologies, elles seront
ce que les humains en feront. Moi, j'ai pas peur de la mondialisation. Je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes quand je dis ça, parce que je suis persuadé qu'il peut y avoir une bonne mondialisation, faite de solidarité, faite de respect, faite de multilatéralisme, faite d'une vision globale et planétaire du monde, notamment pour les grandes questions climatiques, alimentaires, sanitaires, etc. C'est ça le combat à mener. C'est ça la responsabilité de l'acteur humain, c'est-à-dire maîtriser les technologies que finalement l'être humain a produit. Et je trouve absolument incroyable de nous dédouaner en disant on est victime d'un progrès que nous avons inventé. Non. On est à la fois coupable et victime, c'est-à-dire on a envie, quand on est au pouvoir, d'utiliser les aspects les plus contrôlants de ce système pour rester au pouvoir, même si... ne le fais pas, ne laisse pas faire. En gros, aux citoyens de prendre le contrôle Absolument. du progrès, entre guillemets, même si ce mot est démonétisé. Merci Bertrand. Alors nous voici arrivés à la fin de cet épisode du Monde n'a pas de centre, la chronique internationale de Bertrand Badi, la dernière de la saison 2023-2024. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à la rentrée prochaine. Votre engagement et votre fidélité nous sont précieux, d'autant plus que nous vivons un moment particulièrement important de l'histoire de notre jeune chaîne de télévision. Le média a candidaté pour avoir une place au sein de la TNT qui remet en jeu 15 fréquences, dont celle de BFM et de CNews, et nous avons été retenus dans la shortlist des 25 dossiers et devant être examinés. Nous serons auditionnés le 12 juillet. Le rêve est donc possible. Pour cela, nous avons besoin de vous pour nous donner de la force. En cette période clé, allez sur tnt.lemediatv.fr et donnez-nous la force de représenter vos idées. Restez connectés aux médias.